Bonjour monsieur. Bonjour. On vous a rencontré au moment des élections législatives où vous étiez le directeur de campagne d'un candidat qui n'a pas gagné. Vous êtes aujourd'hui avocat. Y a-t-il une vie après la politique ? Alors je vais juste répondre à une chose. Il n'a pas gagné, mais il s'est bien battu et je tiens ça de nos concurrents. Je pars du principe que c'est nous qui avons fait la plus belle campagne. Je referme la parenthèse. Y a-t-il une vie après la politique ? Je vous dirais qu'il y a une vie et la politique. Il y a une vie parce que j'ai ma vie de famille, j'ai mon métier que j'exerce et vous venez dans mes bureaux. Et à côté, il y a la politique, ce qui d'ailleurs est parfois un peu mal compris ou mal interprété, ou certains responsables politiques ne le comprennent pas, c'est que la politique n'est pas un métier. Donc à partir du moment où la politique n'est pas un métier, eh bien oui, il y a forcément une vie à côté de la politique. Mais puisque vous avez un métier, qu'est-ce qui vous attire dans la politique ? Qu'est-ce qui m'attire dans la politique ? Là aussi, quelque chose qui a été oublié, ce qui m'attire dans la politique, c'est de la res publica, c'est-à-dire la chose publique. Contribuer à la chose publique, contribuer à la vie de la société, être un acteur de la société. C'est ma volonté, c'est non pas de laisser faire les choses, mais d'y participer. Et au moins j'ai ma conscience pour moi de dire que plutôt que de me plaindre, j'essaye de faire changer les choses. Très modestement, à mon petit niveau, mais voilà, je suis acteur et pas quelqu'un qui laisse passer le train et qui me dit oh, c'est pas bien, donc, et puis ça changera jamais. Après, la politique et le droit, c'est un peu lié. On cherche par la politique à contribuer à la société, à la faire changer. En tant qu'avocat, on cherche aussi à la faire changer. D'où faire jurisprudence d'ailleurs. Alors justement, en tant qu'avocat, dans les dernières semaines, on voit un phénomène médiatique qui s'emballe, et n'est-on pas, à votre avis, en train de remplacer la présomption d'innocence par une présomption de culpabilité ? Tout à fait, c'est ce qui ressort, comme vous dites, de certains dossiers comme Norman Lelandais. C'est une grave erreur et c'est une grave attaque envers l'institution juridique. J'entends par là que nos textes sont bien faits, ils ont été décidés par le peuple, puisque c'est le législateur qui les a créés. Quand je dis c'est une grave attaque à l'égard de l'institution judiciaire, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de jeter une personne qui pour l'heure, et d'où l'intérêt de la présomption d'innocence, n'a pas été reconnue coupable, qui a simplement été mise en examen. Je parle pour Norman Lelandais sur le volet militaire, je ne parle pas sur le volet où il a reconnu les faits, donc là bien entendu, je ne dirais pas qu'il est coupable, mais il y a une forte présomption qu'il soit déclaré coupable, sauf à ce qu'il soit considéré comme irresponsable pénalement. Mais c'est une grave attaque envers l'institution judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'en ayant cette présomption de culpabilité, on ne laisse pas le temps à l'institution judiciaire de faire son travail, de faire la part des choses entre le vrai, le faux, les propos des uns qui seraient rapportés, les sentiments des personnes, des familles, des témoins qui peuvent aussi être influencés par les médias, parce que ce qui moi m'a choqué, c'est un appel à témoins qui a été fait de mémoire sur BFM TV, un appel à témoins. Qu'est-ce qui nous prouve que ce témoin qui entendrait cet appel n'a pas été influencé par les médias et souhaiterait témoigner en faveur des victimes parce qu'il se sent concerné, parce qu'en fait il voudrait faire du bien en apportant un témoignage qui serait totalement infondé. Quand vous parlez de présomption de culpabilité, moi ce qui me choque, j'insiste, c'est ne pas laisser le temps à la justice de faire son travail. Voilà. C'est très important. Alors, puisque vous êtes avocat, on annonce une grande réforme de la justice. Quel regard portez-vous ? Toutes les réformes sont bonnes quand elles vont dans le bon sens. Alors vous me direz c'est une phrase très politique, mais il faut s'interroger non pas sur la polémique de cette réforme, notamment au niveau de Draguignan, parce qu'on parle de fermer le tribunal de grande instance de Draguignan, il faut plutôt s'interroger sur quelles seront les conséquences pour le justiciable. Si effectivement le tribunal de grande instance est fermé à Draguignan, et que le justiciable dracénois doit se rendre
devant les juridictions toulonnaises, c'est clairement un préjudice. Enfin, ça va leur créer un préjudice. Parce qu'il faut rappeler une chose, la justice est accessible à tous et gratuite. Accessible à tous, ça veut dire que des personnes qui peuvent vivre dans l'arrière-pays varois, au-dessus de Draguignan, ça va lui imposer un certain nombre de contraintes pour se rendre devant le tribunal de grande instance de Toulon, et puis c'est un coût. Et là, quand on parle de justice gratuite, c'est un peu à nuancer pour le coup. Mais à ce jour, le talon d'Achille de la justice n'est-il pas un manque criant de moyens? Oh mais ça c'est évident. Vous savez à quel point je suis un défenseur du monde combattant. Mais il faut savoir qu'il y a quelques années, le budget de la justice était aussi élevé que le budget attribué au monde combattant. Encore une fois, vous connaissez ma position, je suis un grand défenseur du monde combattant, mais c'est quand même choquant. C'est très choquant. Et en tant que professionnel, quand vous vous rendez au tribunal de grande instance, que vous voyez l'amoncellement de dossiers, on ne peut que s'interpeller, voire même être très effrayé. Quand on essaye d'avoir une date devant n'importe quelle juridiction et que celle-ci, notamment sur le volet pénal, hein, et on le voit dans les médias, celle-ci va être étudiée dans 1, 2, 3 ans, encore une fois, il y a des personnes qui peuvent être mises en examen sous contrôle judiciaire, en attente de jugement, derrière les barreaux. S'il s'avérait que cette personne ne soit pas reconnue coupable, elle est restée 3 ans derrière les barreaux. Donc ça, c'est une grave difficulté qu'il faut souligner et qui est issue du manque de moyens de la justice. Clairement, on manque de magistrats. Les magistrats sont surchargés, épuisés, parce que le justiciable, il a l'impression d'être abandonné certaines fois par la justice. Il y a aussi l'impression pour le justiciable d'avoir une justice à 2 vitesses. Ce qu'il a, et pour le coup, parfois du fait de la médiatisation. L'affaire Cahuzac, on a l'impression que ça a été très rapide. L'affaire Fillon, on a l'impression que ça a été rapide, très rapide. Bon, après, il n'y a pas eu de suite. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de suite médiatisée. Mais comment expliquer à un justiciable que l'affaire Fillon, ça a été très rapide, on a eu l'impression, après, on ne peut pas demander aux profanes d'être des spécialistes, mais pour un justiciable classique, c'est allé dans son esprit, à mon avis, très vite. Et pourquoi lui, lorsque, pour son affaire de divorce, ça va mettre 1 an, 2 ans. C'est injustifiable. Et, comme vous le dites, c'est principalement issu d'un manque de moyens. Alors, toutes les réformes que l'on pourra faire, dont la perspective est principalement de supprimer soit les magistrats, soit de déjudiciariser, hein, on le voit sur 2 choses. Le premier, c'est le divorce par acte d'avocat. Ce qui est une bonne chose pour ma profession, je ne vais pas m'en plaindre, mais qui, malgré tout, est un peu inquiétante, parce que c'est compliqué quand même de préserver l'intérêt des 2 parties. C'est compliqué. Même si il y a un garde-fou, chaque partie est obligée de prendre un avocat. Mais c'est vrai que avoir une personnalité neutre, qui était le magistrat, ça permettait à mon sens de faciliter et de rendre carré les choses. Deuxième exemple, très concret, on parle de dépénaliser la consommation de cannabis. Alors, la question n'est pas de savoir si je suis pour ou contre, bien que je sois parfaitement pour, mais quel est l'objectif? De déjudiciariser, c'est-à-dire de sortir un maximum d'affaires des tribunaux, ce qui est plutôt inquiétant. Positif, mais inquiétant, parce que si on cherche à retirer un certain nombre d'affaires des tribunaux, ça veut dire que les tribunaux n'arrivent plus à les traiter. Donc c'est cause à effet. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.